Plus de 3000 adolescentes ont contracté une grossesse au cours de l'année scolaire 2012-2013 en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien tire la sonnette d'alarme à l'occasion de la Journée mondiale de la population célébrée aujourd'hui 11 juillet. Les populations du Sud-Ouest pourront peut-être dormir en paix. La 4e promotion du bataillon de sécurisation du Sud-Ouest a fait sa sortie. La mission de ces 208 soldats, lutter contre l'insécurité dans la région. Et puis l'Égypte n'a toujours pas de gouvernement. Le nouveau Premier ministre égyptien Azem Belaï n'exclut pas une participation des frères musulmans au gouvernement de transition qu'il s'efforce de former dans un climat de méfiance. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal. La Journée mondiale de la population est célébrée aujourd'hui, jeudi 11 juillet. Le thème, les grossesses d'adolescentes. Selon une enquête démographique, plus de 3000 adolescentes ont contracté une grossesse au cours de l'année scolaire 2012-2013 en Côte d'Ivoire. Dans son message, le gouvernement ivoirien met l'accent sur l'éducation sexuelle et la santé de la reproduction. Beket Aliko, Adama Kone. Grossesse d'adolescentes, un autre mal de la jeunesse. La communauté internationale se concentre sur la question à la faveur de la 27e journée mondiale de la population. En Côte d'Ivoire, les statistiques sont alarmantes. En effet, 30 à 50% des femmes mariées ont entre 15 et 19 ans. Avant l'âge de 15 ans, 23% des femmes en âge de procréer ont déjà eu leur premier rapport sexuel. En milieu scolaire, plus de 3000 cas de grossesse d'adolescentes ont été enregistrés au cours de l'année scolaire 2012-2013. Pour les autorités ivoiriennes, il s'agit de traiter la problématique dans le cadre de la marche de la Côte d'Ivoire vers l'émergence à l'horizon 2020 avec des femmes bien éduquées et en bonne santé. Le fait est que certaines filles, du fait de grossesses précoces, risquent leur vie avec des avortements et des complications au moment de l'accouchement, quand d'autres s'exposent à des maladies telles que le VIH-Sida. Pour sa part, le programme présidentiel d'urgence a consacré 810 milliards de francs CFA à l'éducation et 378 milliards de francs CFA à la santé. Et le gouvernement ne compte pas s'arrêter là. Le gouvernement s'active à relever le défi du dividende démographique à travers l'accès à l'éducation, aux services sociaux de base et à l'emploi. Cette journée est opportune pour réaffirmer la nécessité de protéger les adolescentes, investir en elles et leur permettre ainsi de se prendre en charge et contribuer efficacement à l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. La célébration officielle en Côte d'Ivoire de la 27e journée mondiale de la population aura lieu le 18 juillet prochain à Soubré. La ville est choisie à dessein. 38,7% des filles âgées de 15 à 19 ans de cette région sont concernées par les grossesses précoces. Près de 300 délégués, dont une dizaine de présidents de parlement, prennent part depuis hier aux travaux de la 39e session de l'Assemblée des parlementaires de la francophonie. Une session qui a pour thème les parlements au cœur de la construction de la nation. Le président Alassane Ouattara, qui a procédé à l'ouverture de la session en présence d'Abdou Diouf, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, a salué le choix d'Abidjan pour abriter cette importante rencontre. Le compte rendu de Viviane Haïm. Après une suspension de 6 ans pour la Côte d'Ivoire au sein de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, la réunion ce mercredi 10 juillet à Abidjan de la 39e session de cette Assemblée peut être considérée comme la marque de la reconnaissance internationale du respect de la démocratie en Côte d'Ivoire. L'Assemblée parlementaire de la francophonie, l'APF, regroupe 78 pays dans le monde qui ont en partage la langue française. Hormis la défense de ce patrimoine commun, l'APF se positionne aussi comme le gendarme de la démocratie au sein du monde francophone. Participent à cette 39e session parlementaire les présidents des assemblées nationales membres de l'APF, de nombreux parlementaires francophones, présents aussi à ces assises, le secrétaire général de la francophonie, le président Abdou Diouf.
La démocratie en Côte d'Ivoire est ainsi reconnue. Le président du Parlement ivoirien, Soro Kibafouri Guillaume, en donne tout le mérite au président de la République, Alassane Ouattara. L'organisation de la 39e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et de la 6e édition du Parlement francophone des jeunes ait été confiée à la Côte d'Ivoire est le signe indiscutable de la nouvelle confiance accordée à notre pays. Mais c'est aussi et surtout le signe de la confiance accordée à un homme, vous, Monsieur le Président de la République, démocrate, homme de droiture, de compétences et rigoureux dans la gestion des affaires publiques. Le président de l'Assemblée parlementaire francophone, le président de l'Assemblée nationale burkinabé, a souligné la claire vision qu'à l'extérieur des efforts consentis par le chef de l'État ivoirien pour favoriser la démocratie en Côte d'Ivoire. Nous pouvons constater de nos propres yeux les efforts déployés par la Côte d'Ivoire tout entière, pays cher à l'Afrique et à la francophonie, pour faire avancer le processus de reconstruction de la démocratie. De même, en arrivant dans ces pays, nous constatons qu'il est en plein chantier afin de continuer à assumer son rôle de locomotive de l'économie de l'Afrique. Le secrétaire général de la francophonie, le président Abdou Diouf, tout en félicitant le président de la République Alassane Ouattara, lui a traduit le soutien de la francophonie. La Côte d'Ivoire progresse chaque jour avec succès sur le chemin de la réconciliation, de la stabilité, de la prospérité. Et je veux réaffirmer ici que la Côte d'Ivoire peut continuer à compter sur l'accompagnement et l'appui indéfectible de toute la francophonie. Avant de clore son propos, le secrétaire général de la francophonie a aussi félicité le peuple ivoirien pour sa contribution à l'enrichissement de la langue française. Mais je peux dire qu'ici en Côte d'Ivoire, vraiment la langue française doit féliciter tous les Ivoiriens pour leur imagination, leur façon savoureuse. Leur façon savoureuse de s'exprimer en français. Chaque fois qu'on demande de donner des expressions qui ne sont pas venues de l'Hexagone ou des pays du Nord, les exemples qui vous viennent à l'esprit, c'est des exemples ivoiriens. Un compliment qui a incontestablement fait plaisir au premier des Ivoiriens, qui a traduit les remerciements de tous en langage bien de chez nous. Bien, Président, nous sommes enjaillés de toi. Certains diront que, Président, nous sommes fans de toi. Et le président Diouf est vraiment un président choco. Le président de la République a remercié l'APF pour cette reconnaissance qu'elle accorde à la Côte d'Ivoire. Il a dit sa détermination à construire une démocratie forte dans son pays. J'ai toujours voulu en Côte d'Ivoire un parlement fort. Et c'est pour cela, il y a quelques jours à Korogo, je lançais à mes frères du Front populaire ivoirien de venir dans le processus de paix. Car j'aurais bien souhaité que ce soit à l'Assemblée que les débats aient lieu. L'Assemblée est le lieu et la réflexion et, je dirais, le processus démocratique. Après les allocutions, l'Assemblée parlementaire a décoré dans l'ordre de la francophonie, qui est l'ordre de la Pléiade et du dialogue des cultures, 6 personnalités dont le président de la République, Alassane Ouattara, fait grand croix, la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté fait grand officier, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafouri Soro, fait aussi grand officier, le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, le président de l'Assemblée nationale de la RDC, le président de l'Assemblée nationale de Wallonie-Bruxelles, tous fait grand officier. Et après la cérémonie d'ouverture, le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Abdou Diouf, s'est entretenu avec le président ivoirien à plusieurs points à l'ordre du jour, notamment l'évolution de la situation en Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de Viviane Haïm.
Le secrétaire général de la francophonie, le président Abdou Diouf, a été reçu aux alentours de 13 h par le président de la République au palais présidentiel. Il était accompagné par le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafori Soro. Plusieurs sujets concernant la francophonie ont été évoqués, notamment les prochains Jeux de la francophonie qui vont se dérouler en Côte d'Ivoire et le retour du Massa, le marché des arts et du spectacle africain, dont la Côte d'Ivoire est organisatrice. Je voudrais dire concernant la francophonie que notre coopération est excellente. Elle est excellente parce que la francophonie aime la Côte d'Ivoire, mais surtout la Côte d'Ivoire aime la francophonie. C'est vraiment un de nos pays les plus engagés dans l'aventure francophone, au service de notre langue en partage, au service de nos valeurs, qui sont des valeurs universelles, et également un des pays qui réalise le plus des projets porteurs pour l'avenir de la francophonie. Tout à l'heure, nous avons parlé des CLAC, Centres de lecture et d'animation culturelle à réhabiliter dans le nord du pays. L'OIF et la Côte d'Ivoire, la main dans la main, vont réaliser ce projet. Nous avons évoqué les Jeux de la francophonie qui suivront Nice, c'est-à-dire en 2017. Et nous sommes sûrs que ce sera un très grand événement. Nous avons évoqué le projet IFADEM, Initiative pour la formation à distance des maîtres du primaire, pour lequel la Côte d'Ivoire est également engagée avec nous. Et nous avons évoqué la relance du Massa, le marché des arts et spectacles africains. Vous savez que le Massa, pour les raisons connues, évidentes, avait été arrêté. Et maintenant, nous sommes déterminés à relancer de façon vigoureuse et enthousiaste le Massa. Et je peux même déjà vous dire qu'ensemble, nous avons promis de faire ces relances en 2014, du 1er au 8 mars. Après le point de presse, le président de la République et son hôte ont poursuivi leurs échanges en tête-à-tête. Le 29 juillet prochain, un conseil de ministres conjoint Côte d'Ivoire-Burkina se tiendra à Yamoussoukro. Le ministre des Affaires étrangères du Burkina, Djibril Bassolé, a fait le point des préparatifs de ce conseil au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, cité hier à la primature. Et on y va avec Herman Niamia. 30 minutes, c'est le temps qu'a duré l'audience accordée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan au ministre burkinabé des Affaires étrangères. Djibril Bassolé dit être venu faire le point des préparatifs du Conseil des ministres conjoints Côte d'Ivoire-Burkina Faso qui se tiendra à Yamoussoukro. Naturellement, le ministre Dibi a fait au Premier ministre un ensemble de propositions par rapport à l'ordre du jour, les différentes rencontres qui vont se tenir, par rapport au programme d'ensemble. Et nous avons aussi passé en revue la mise en œuvre d'un certain nombre de décisions. Le ministre burkinabé des Affaires étrangères a été accompagné à cette audience par son homologue ivoirien Charles Kofi Dibi. Sorti de la promotion de la 24e promotion des ingénieurs statisticiens économistes, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, parrain de cette promotion, a exhorté ses filleuls à demeurer de bons statisticiens économistes pour contribuer au développement du pays. Ils sont 33 élèves issus de la 24e promotion des ingénieurs statisticiens économistes de l'École nationale supérieure des statistiques et d'économie appliquée ENCA. Pour le parrainage de leur promotion, ces élèves ont voulu une personnalité de marque et de référence. Leur choix, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Selon eux, c'est un serviteur loyal et infatigable de l'État de Côte d'Ivoire. Le parrain de la 24e promotion, Daniel Kablan-Duncan, s'est dit honoré du choix porté sur sa personne avant de souligner l'importance de la statistique dans le développement d'un pays. Qu'est-ce qu'apporte la statistique? Ça apporte énormément de choses. D'abord, de parler de manière concrète, pas dans le vide.
Première chose. La deuxième chose, ça permet donc de programmation, de programmer l'avenir. Et lorsqu'on parle de Côte d'Ivoire, disons qu'émergente en 2020, c'est un travail important des statisticiens qui permettent par exemple de projeter le nombre de la population en 2020, qui permet de savoir combien d'écoles il faut construire, combien de dispensaires. Vous voyez, c'est important d'avoir cet outil essentiel pour la programmation et disons qu'est la statistique. L'ENCA a été créé depuis 1961 pour contribuer à la formation des cadres statisticiens africains. À ce jour, l'école a formé plus de 3000 diplômés, tous de hauts cadres africains. Le ministre auprès du président de la République en charge de la défense, Paul Kofi Kofi, ancien élève de l'ENCA, a rendu un témoignage pour traduire le prestige de l'école. À cette occasion, des anciens élèves de l'ENCA, ivoiriens comme étrangers, étaient présents pour soutenir leurs cadets. Les travaux scientifiques et techniques sur la réforme de la formation professionnelle pourront enfin commencer 4 ans après leur mise en place. Les comités devant conduire cette réforme ont reçu leur feuille de route, comme nous l'explique Francis Boifo. Le problème de l'adéquation emploi-formation, le problème de formation des hommes et le problème d'équipement. Comme des médecins au chevet d'un malade, les responsables des comités chargés de la mise en œuvre de la réforme de la formation professionnelle et technique ont reçu des feuilles de route claires. Elles se résument en plusieurs axes stratégiques. Il s'agit entre autres de l'accès à la formation, de l'offre de formation, du partenariat école-entreprise, de l'insertion professionnelle, de la certification des compétences et de la gouvernance du système. Le plateau technique, c'est-à-dire les outillages sur lesquels vont travailler les étudiants, vont être rénovés et être les dernières technologies possibles pour que justement la formation professionnelle soit une formation de qualité et qualifiante pour le secteur privé. Et c'est cela notre objectif. Les axes stratégiques de réflexion identifiés, acteurs du système d'enseignement professionnel, du secteur privé et les partenaires au développement disposent de 2 ans pour rendre les conclusions des premiers travaux. Travaux qui devraient déboucher sur la création de nouveaux métiers et la suppression de ceux jugés obsolètes, donc la suppression de certaines filières de formation. La certification des compétences au centre d'un séminaire initié par le ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Les participants ont passé en revue pendant 2 jours les modèles les plus structurés portés par l'Afrique du Sud, la France ou encore l'île Maurice. Les explications de Maïs Sako. Au-delà de la formation formelle qui se déroule dans les institutions étatiques de formation telles que l'école et l'université, d'autres formations dites non formelles et informelles se développent au quotidien. Au terme de ces formations qui relèvent de l'apprentissage en dehors des institutions classiques de formation, nombre de jeunes et d'adultes munis de nouvelles compétences restent sur le carreau, vu que leurs diplômes ne sont pas reconnus par l'État. Pour donner de la valeur et que soient reconnues ces compétences, le ministère de l'Emploi entend, avec l'aide d'experts venus de 15 pays africains, définir des cadres nationaux de certification à travers des échanges d'expériences. Les données donc à cette date, et suivant le diagnostic, montraient que seuls 70% des jeunes Ivoiriens avaient accès au cycle primaire et seulement 46% de ceux-ci achevaient ce cycle primaire. C'est donc de nombreuses compétences qui se développent au quotidien, dans des contextes de travail divers et variés, au-delà, je dis bien au-delà même des contextes classiques dits formels. Nous devons donc prendre en compte ces volets de formation en leur conférant reconnaissance et dignité dans l'intérêt de notre jeunesse. La mise en place des cadres nationaux de certification vise à terme le développement durable de l'employabilité des jeunes et des adultes pour une économie prospère des pays africains. Je vous le disais dans les titres, la sécurisation du Sud-Ouest est désormais amorcée. 208 soldats viennent d'effectuer leur sortie officielle en présence des autorités de la région. On en parle avec Thérèse Yoboué. Ils sont 208 soldats, dont 2 jeunes filles, issus des compagnies de Grand Bérébi, Soubré, San Pedro. Ils viennent de terminer une formation commune de base qui s'est déroulée sous la houlette du sergent-chef Koné Daouda.
Passage en revue des troupes, prise d'armes et défilés ont marqué la cérémonie à laquelle ont pris part les autorités administratives, la haute hiérarchie des FRC, de la gendarmerie, de la police, des douanes, de l'ONUCI, de la région. Cette cérémonie a été ouverte au public, une manière de rapprocher l'armée de la population. Baptême des 208 soldats du bataillon de sécurisation du Sud-Ouest, suivi de la remise des diplômes de fin de formation, visite des ateliers de démontage et montage rapide des armes ont mis fin à la cérémonie. Des chocolatiers italiens prospectent le marché ivoirien. Le groupe Ferrero séjourne depuis mardi à Abidjan. 5 membres de ce groupe, conduits par l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Italie, ont eu une séance de travail avec le ministre de l'Agriculture, Coulibaly Sangafoa, au centre de l'entretien. Les questions liées à la durabilité de la production cacaoyère. La délégation n'a pas fait de déclaration, mais a toutefois précisé que sa visite s'inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat entre la Côte d'Ivoire et l'Italie en matière de production cacaoyère. Après Niamey et Abidjan, c'est la capitale burkinabé qui accueille depuis quelques jours la 3e Assemblée générale du Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA. La rencontre de Ouagadougou permettra aux élus locaux de maîtriser le mécanisme de financement du développement de l'UEMOA. Les explications de Mamadou Kwasi. Mise en place d'une politique de développement agricole, accès à l'eau potable, à l'électricité et aux infrastructures communautaires. En somme, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, veut désormais prendre en compte les préoccupations des populations dans les politiques et programmes communautaires de développement. Pour relever ce défi, l'organisme sous-régional a mis en place le Conseil des collectivités territoriales, CCT, UEMOA. 2 ans après sa création, les élus locaux font le bilan de leurs activités et définissent de nouvelles perspectives. On a fait le transfert des compétences au niveau institutionnel, mais au niveau financier, ce transfert de compétences ne se réalise pas véritablement. Et nous savons également que dans nos États, des problèmes existent et il sera difficile de réaliser. Nous avons l'appui des partenaires techniques et financiers, mais cela ne suffit pas. Il faut qu'au niveau de nos États, on puisse harmoniser les mécanismes financiers de telle sorte que ce qui se fait au Sénégal puisse se faire en Côte d'Ivoire, puisse se faire au Niger, au Burkina, au Bénin, au Togo ou en Guinée-Bissau. Et qu'on puisse être au même niveau. Et c'est cela notre ambition et nous pensons y arriver. Le représentant du président de la commission de l'UEMOA félicite les élus locaux pour le travail abattu. Il soutient que son organisation va toujours appuyer les collectivités locales dans la lutte contre la pauvreté. Message réitéré par l'ambassadeur de la France au Burkina Faso. Emmanuel Berthe note que l'étude sur les mécanismes et instruments communautaires de financement des collectivités territoriales va contribuer au mieux-être des populations de les 8 pays de l'espace UEMOA. Le ministre burkinabé de l'aménagement du territoire et de la décentralisation souhaite que les efforts soient soutenus par des projets de développement. Les travaux de la 3e Assemblée générale du Conseil des collectivités territoriales vont durer 3 jours. 3 jours au cours desquels les experts et les élus locaux vont plancher sur la politique agricole de l'UEMOA, l'état de la décentralisation financière et le mécanisme de financement de développement local. Les populations de Gagnoa pourront désormais bénéficier de toutes sortes de prestations en matière de soins de santé. Elles ont reçu des dons de la part du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Le récit de Thérèse Yoboué. Ce sont 28 motos, 6 réfrigérateurs qui ont été remis au district sanitaire de Gagnoa. C'est un don du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Ces dons visent à améliorer l'accès aux services sociaux de base et à réduire la vulnérabilité des enfants et des familles. Ils permettront également de renforcer les prestations vaccinales de qualité et de soins de façon globale. Les responsables de la santé de Gagnoa ont exprimé leur gratitude au ministère de la Santé pour ce renforcement des capacités des agents sur le terrain afin d'améliorer la qualité des soins des populations et permettre ainsi par la même occasion au département d'atteindre les objectifs du millénaire. Aux 28 infirmiers des 28 centres de santé bénéficiaires des dons, des conseils ont été prodigués au fin d'un bon usage et d'un bon entretien du matériel reçu. Un matériel qui leur permettra d'aller vers les populations reculées et leur apporter les soins primaires. Et en marge de la récente visite du président de la République dans le district des Savanes, la Fondation Espoir PDCI a organisé à Wangolo des rencontres de sensibilisation sur la cohésion autour de l'alliance RHDP. On en parle avec Michel Digré.
Centre culturel de Ouangolodougou, la projection de film pour Fort Boigny et la réconciliation captive l'attention du public et même des masques. Le scénario retrace quelques temps forts de l'histoire de la Côte d'Ivoire, mais surtout de celle de la création du RHDP, né de la volonté de deux leaders, Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara, qui ont décidé le 18 mai 2005 avec l'UDPCI et le MFA de faire table rase sur ce qui les divisait et ne privilégier que les intérêts de ce qui les unit, à savoir la Côte d'Ivoire. Pour l'initiateur de cette projection, Zié Koulibaly, président de la Fondation Espoir du PDCI, cet esprit de réconciliation doit servir d'exemple à tous les Ivoiriens. Mieux doit être consolidé. Il faut faire en sorte aujourd'hui que le RHDP se consolide et que les enfants du Fort-Boigny, qui sont aujourd'hui retrouvés autour du docteur Alassane Ouattara à la tête du pouvoir d'État, puissent se donner la main pour faire en sorte que le développement, la paix et la réconciliation soient une réalité. Le couple Ouattara-Bédié est une réalité en Côte d'Ivoire. Nous allons nous battre pour que ce couple Ouattara-Bédié puisse apporter à la Côte d'Ivoire la paix, la réconciliation et le développement. Koulibaly sillonne les villages de Ouangolodougou avec le commissaire CDVR de la localité pour convaincre les populations sur la réconciliation et la nécessité de soutenir la cohésion au sein du RHDP. On en vient maintenant à l'actualité internationale. Le président de la République par intérim du Mali, Diokounda Traoré, a reçu les 28 candidats à la présidentielle retenus par la Cour constitutionnelle. Ces échanges qui interviennent 48 heures après l'ouverture officielle de la campagne électorale du premier tour de l'élection présidentielle ont porté sur le rôle de chacun pour la réussite du scrutin. Ils sont 28 candidats en lice pour le premier tour de l'élection présidentielle malienne. 27 hommes pour une femme, reçus tous ensemble au palais présidentiel. Diokounda Traoré leur a confirmé que le scrutin aura lieu à la date prévue. Il leur demande d'être indulgents car l'organisation risque d'être un peu chaotique. L'essentiel des conditions sont réunies. Vous savez dans quel contexte ces élections arrivent. Elles ne seront pas parfaites, loin de là, mais elles seront transparentes, elles seront crédibles. Pas de report pour permettre le vote des réfugiés et la distribution des cartes d'électeurs. L'agenda encouragé par Paris est maintenu. Reste 3 semaines pour convaincre les indécis. La campagne a démarré sur un air de fête. Dans un stade plein à craquer, Dramane Dembélé, le candidat de l'ADEMA, le plus grand parti du pays, a défendu le fer de lance de sa campagne, la justice sociale. Je vais donner espoir à tous les enfants de ce pays. Je suis le candidat des Maliens, le candidat de la justice sociale, le candidat d'une espérance nouvelle. Éradiquer la pauvreté, développer l'emploi, l'éducation dans un Mali uni, c'est le mot d'ordre de la plupart des partis. C'est aussi celui de Soumaïla Cissé qui a dévoilé son programme pour un Mali nouveau. Je m'engage tout entier pour le Mali. Je m'engage pour le bonheur des Maliens. Une ville échappe à la campagne, Kidal, le fief de la rébellion touareg. Kidal, où les tensions sont vives entre les partisans de l'Azawad et ceux qui soutiennent le retour de l'armée malienne, au point que certains commencent à douter qu'on puisse même y voter. En Égypte, les frères musulmans maintiennent la pression. La justice ordonne l'arrestation de leurs dirigeants. Le nouveau Premier ministre égyptien Azam Belaï a dit ne pas exclure une participation des frères musulmans au gouvernement de transition qui se force de former dans un climat de méfiance. Le nouveau Premier ministre égyptien Hazen Beblaoui a entamé mercredi des consultations pour former un gouvernement à la demande du président par intérim Adli Mansour. Cet ancien ministre des Finances de 76 ans aura la lourde tâche de redresser l'économie et de réconcilier le pays. Mais les frères musulmans ont d'ores et déjà refusé sa proposition d'entrer au gouvernement. La tension reste vive dans le pays. La justice égyptienne a ordonné l'arrestation de plusieurs hauts responsables des frères musulmans, dont le guide suprême de la confrérie Mohamed Badi, accusé d'incitation à la violence lors des manifestations qui ont fait 50 morts lundi. Ceux qui sont arrivés au pouvoir sur des tanks, sur le sang de nos martyrs, sur le corps de nos enfants et sur la dignité et la liberté des Égyptiens n'ont aucune dignité dans notre pays. Nous ne les acceptons pas.
Mohamed Al-Barada, chef du FSN, une coalition laïque, fait également son entrée au sein du gouvernement. Il récupère le poste de vice-président en charge des relations internationales. Des nominations d'ores et déjà rejetées comme illégitimes par les sympathisants des frères musulmans, mais qui ont obtenu le soutien du camp laïque et libéral. Nous avons besoin de quelqu'un qui fasse marcher le pays, qui relance la production et donne du pain aux citoyens pauvres, pas quelqu'un qui fasse chavirer le navire. Non. Le président Adli Mansour a désigné un nouveau procureur général et dévoilé son projet de réforme de la Constitution. Il prévoit des élections législatives début 2014, suivies par un scrutin présidentiel. Un plan de transition déjà critiqué par les partisans des frères musulmans qui ont de nouveau investi les rues du Caire. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Que votre étoile brille toujours et partout. À bientôt.